Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par TZ Conseil et Eutelsmed sur la continuité pédagogique qui est, je l'imagine, un défi pour les établissements français de l'étranger en ce moment. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous expliquer un petit peu qui organise ce webinaire, qui vous parle aujourd'hui. Donc, je suis avec Adélaïde Rosset, qui est psychologue dans le réseau Eutelsmed, et Martine Mauffret, qui est une experte conseil auprès de TZ Conseil. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce qu'est Eutelsmed, et puis ensuite je donnerai la parole à Martine pour qu'elle puisse vous expliquer ce que fait TZ Conseil. Donc, Eutelsmed est un cabinet, une entreprise française qui est basée à Paris et qui propose des outils de télémédecine aux personnes qui sont en mobilité internationale. Donc, concrètement, à Eutelsmed, on est spécialisé plutôt en psychologie et en orthophonie. Donc, on propose aux personnes de pouvoir consulter un professionnel de santé en vidéo dans environ, on est sur plus de 50 langues. Et on travaille ponctuellement avec les établissements français de l'étranger et aussi avec les parents d'élèves pour pouvoir suivre les élèves et les familles dans cette expérience de mobilité internationale lorsque le besoin s'en fait sentir. Voilà, Martine, est-ce que tu veux expliquer un petit peu le travail de TZ Conseil? Mais oui, TZ Conseil, donc c'est un cabinet comme le tien, mais qui a une spécificité, c'est qu'il accompagne et qui conseille les établissements d'enseignement français de l'étranger dans des domaines variés qui sont les ressources humaines, le management, l'animation d'équipe. Nous avons une équipe de 25 experts qui ont une parfaite connaissance des systèmes éducatifs internationaux de par leur expérience professionnelle. Et quelque chose de très intéressant, c'est que nous venons d'ouvrir un site d'emploi qui s'appelle profdumonde.fr que je vous invite fortement à visiter parce qu'il permet de mettre facilement en contact un candidat qui chercherait un emploi dans le domaine éducatif, bien sûr, avec des établissements scolaires de l'étranger qui recrutent. Donc, venez voir ce site, venez nous visiter. Martine, donc je me suis permise de mettre le lien vers Prof du Monde, prof au pluriel du monde.fr pour ceux que ça intéresse. Parfait, merci. Je t'en prie. Avant de démarrer, petit point technique. Donc, les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, merci. Vous avez l'option de communiquer avec nous de manière par le chat, par le biais du chat qui se trouve à droite de votre écran, pardon, et de poser des questions aux intervenants au fur et à mesure. On y répondra à la fin, soit Adélaïde, pardon, soit Martine. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à utiliser le chat pour commenter, nous dire où vous êtes, qui vous êtes, quel est votre rapport aux établissements français de l'étranger. Est-ce que vous êtes parents, enseignants, équipe de direction, voilà. Dites-nous un peu qui vous êtes, qu'on puisse savoir à qui on s'adresse aujourd'hui. Et Martine, je pense que tu vas parler sur ce sujet qui nous occupe aujourd'hui, de la continuité pédagogique. Oui, en effet, c'est un sujet passionnant parce que c'est un sujet qui est très difficile. C'est un sujet qui présente un challenge énorme. Personnellement, j'ai vécu en Asie et j'ai enseigné pendant 40 ans dans différents établissements scolaires, 30 ans, pardon, différents établissements scolaires américains et français. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que je sais combien, à l'étranger, vous pouvez être affecté et perturbé dans tout ce qui est enseignement et tout ce qui est vie de vos établissements. Il est certain que la crise nous a touchés en France aussi, mais pour vous encore plus, parce que vous êtes loin et que vous n'avez pas toujours les moyens. Je pense notamment aux petits établissements à l'étranger qui souffrent encore plus que les autres. Et cette crise qui fragilise tout le monde, fragilise aussi nos clients. Il ne faut pas oublier que nos clients sont les familles dans les établissements scolaires à l'étranger qui ont une spécificité, c'est que les frais de scolarité sont assez élevés et que d'autre part, la concurrence est forte. En effet, on sait que les frais de scolarité, l'autofinancement des établissements en gestion directe et conventionnée
provient à 65% des frais de scolarité qui sont payés par les familles. Et nous avons une autre spécificité, c'est que en moyenne, un tiers de nos élèves viennent de familles françaises et 2 tiers de familles étrangères. Donc, c'est au regard de ce contexte et de ces éléments, on comprend que continuer à offrir aux élèves un enseignement de qualité, ça devient vraiment l'enjeu principal de l'école. Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on vient chercher dans nos établissements? Qu'est-ce que les 375 000 élèves de l'étranger viennent chercher dans nos 534 établissements français? Eh bien, vous vous en doutez, c'est l'attrait de la langue et de la culture française. Par le biais d'un enseignement qui peut être soit bilingue, adapté au pays dans lequel les gens vivent, soit français. C'est l'éducation à la française. D'ailleurs, la UFE présente une semaine des lycées français avec pour thème les défis de demain. Dans ces collèges, dans ces lycées, dans ces établissements, on y enseigne un sujet d'actualité, la liberté d'expression, la laïcité, la citoyenneté. On vient aussi chercher l'harmonisation des cursus et des programmes parce que il est évident que lorsqu'un expatrié doit rentrer en France ou partir sur un autre pays, c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir de transition au niveau de la scolarité. Et ça, c'est propre à notre enseignement. On a aussi une ouverture sur la culture du pays dans lequel on vit, tout en suivant un enseignement français. Mais surtout, la qualité qui est primordiale dans notre système, c'est la qualité de l'enseignement, le niveau de l'enseignement. On connaît les grands lycées prestigieux, les nôtres, où l'excellence est devenue la devise. Je peux citer par exemple une éducation d'excellence pour tous. On se gargarise sur les websites de mettre en avant le nombre d'élèves de terminale qui ont eu la mention très bien au bac. Ou bien on affiche les grandes écoles ou les universités mondiales de renom dans lesquelles nos brillants élèves sont reçus. On va même jusqu'à mettre en place des cérémonies de graduation à l'américaine. Mais malgré tous ces atouts, la concurrence reste forte et notamment avec, d'une part, les établissements d'enseignement publics locaux qui ont des coûts nettement inférieurs et surtout l'enseignement anglo-saxon. Si on regarde transversalement en 20 ans le nombre d'élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger, il est passé de 240 000 à 375 000, mais le ratio des élèves dans le système anglo-saxon voit son coefficient passer de 1 à 20 sur la même durée. C'est peut-être dû aussi au IB qui est mis en place et qu'on essaye de mettre en place aussi chez nous dans certains établissements. Les conséquences de cette crise sont dramatiques, bien sûr, et ils vont mettre en cause certainement la dynamique qui a été enclenchée il y a 2 ans par le gouvernement, qui vise à doubler l'effectif à l'horizon 2030. Bon, cet objectif, il est d'autant plus ambitieux que les familles ont très peu de visibilité à la fois sur l'évolution de leur situation professionnelle et du coup financière à moyen terme, et puis que d'autre part, les aides ont baissé, à savoir au niveau des bourses et puis au niveau du personnel détaché. Donc, dans ces conditions, vous le comprendrez, nous avons à faire face dans nos établissements à l'étranger à des situations qui ne sont pas faciles, mais saisir l'opportunité de la crise, c'est saisir aussi sa chance. Et nous allons vous montrer qu'il y a des moyens pour saisir cette chance. Alors, on peut se baser sur ce qu'ont fait nos collègues. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour continuer à enseigner? Quelles ressources ont-ils utilisées? Mais le défi est tout de même lancé. Il nous faut des pistes pour agir ensemble. Tel est l'objet de ce webinaire. Et je vais passer la parole à Adélaïde pour qu'elle nous explique un petit peu les facteurs psychologiques qui vont nous permettre de gérer cette incertitude grandissante. Merci Martine.
Donc, je suis Adélaïde Russel et je travaille depuis plusieurs années avec Euthelmed en tant que psychologue pour accompagner les divers membres des familles expatriées françaises à l'étranger. Voilà, donc moi je voulais vous apporter le volet gestion émotionnelle, resituer ce que chacun vit dans son humanité à travers ces moments très turbulents, très déstabilisants et secouants pour tous. Donc, si on reprend le contexte de l'éducation française, il y a d'une part le personnel de direction des lycées de l'étranger, il y a par ailleurs les équipes pédagogiques, et puis il y a aussi les organismes gestionnaires et les familles d'élèves. Et ça, c'est comme un triangle avec au cœur les élèves. Et cette crise économique et sanitaire qui dure a exacerbé le besoin de finalement davantage de collaboration dans ce triangle relationnel. Poursuivre les cours, s'adapter, faire en sorte que les familles continuent à scolariser leurs enfants dans les lycées français de l'étranger, va se faire vraiment sur l'entente et la co-construction entre tous dans ce domaine. Mais ce qui se passe, c'est que chacun a ses contraintes, ses habitudes, ses attentes, ses responsabilités, ses rôles. Et il faut gérer le quotidien, mais aussi cette adaptation à ce contexte général. Et c'est vraiment ça d'incertitude. Et l'incertitude, donc, c'est bien ce qu'on a tous en commun en ce moment en perspective. Donc, si on creuse un peu, l'incertitude, elle va nourrir l'anxiété. Parce que face à l'inconnu, l'émotion de peur, elle n'est jamais très loin. Et nous sommes comme ça, les êtres humains, quel que soit notre statut ou notre fonction, nous vivons toutes sortes d'émotions au quotidien. Donc, une émotion, c'est tout simplement une réaction physiologique à une situation, à une relation, à un événement ou à une pensée. Elle va durer de quelques secondes à quelques minutes. Il y en a 6 principales et qui vont aider à notre survie. Elles nous donnent des informations sur le contexte. C'est la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la surprise. Et ensuite, en se combinant, elles vont former les émotions secondaires. Et par exemple, si on prend la joie et la tristesse, on obtient de la nostalgie. Autre chose, un sentiment, qu'est-ce que c'est? Un sentiment, c'est un état affectif d'ordre psychologique, c'est une réelle construction mentale, ça dure dans le temps et ça va être nourri par tout notre dialogue intérieur et les relations avec autrui. Bon, exemple, l'amour. Voilà. Alors, nous, tous, en tant qu'êtres humains, nos journées sont des successions de moments d'émotions qui vont nous traverser, qu'on va lâcher, et puis on va en accueillir d'autres, et puis ça va se passer comme ça. Ce qui est bien de savoir, c'est arriver à identifier quel est le déclencheur de cette émotion-là précise, puisque chaque émotion va avoir un déclencheur. Il va y avoir une réaction physiologique qui va se mettre en place pour exprimer et satisfaire un besoin. Alors, par exemple, pour la peur, le déclencheur de la peur, c'est quoi? Ça va être la situation d'inconnu. Et avec notre cerveau d'Homo sapiens, donc de femmes et d'hommes préhistoriques, l'inconnu, en fait, c'est interprété comme une menace potentielle, puisqu'il y a des millions d'années, on était vraiment des proies par rapport à d'autres prédateurs. Et notre cerveau scannait en permanence l'environnement pour voir d'où allait arriver la menace et comment sauver sa peau. Et tout Eh bien, nous avons perdu Adélaïde. On va lui donner quelques minutes pour se reconnecter. En attendant, peut-être que, donc, elle parlait d'émotions, peut-être que vous pourriez nous dire, participants qui nous écoutez, quelles sont les émotions là qui vous traversent en ce moment, parce que vous êtes dans plein de pays différents. Hein. J'ai noté Oman, Turquie, Équateur, Bolivie, des gens en France, Belgique, Algérie, des gens en Amérique du Nord, en Italie, en Espagne, et on est tous à des moments différents de cette crise sanitaire. Quelles sont un peu les émotions qui vous traversent en ce moment? Au regard de peut-être de votre situation professionnelle ou personnelle, c'est important pour nous d'avoir un peu votre ressenti sur la manière dont est gérée la crise sanitaire dans votre pays de résidence ou votre établissement. Voilà, Adélaïde, dès qu'il nous revient. Écoutez, j'ai été coupée d'un coup sec, donc je reviens. Est-ce que je reprends là où j'ai été coupée?
Oui, c'était très clair. J'en profitais pour demander aux participants par quelles émotions ils sont traversés en ce moment. Voilà. Donc, vas-y, reprends, je t'en prie. Voilà. Donc, on va reprendre par rapport à la peur pour illustrer ça, c'est-à-dire que le déclencheur de la peur est souvent l'inconnu, et nous, en tant qu'humains, on va l'interpréter comme une menace potentielle à cause de notre histoire et notre développement humain. Et dans ce cas, pour apaiser ce malaise interprété comme un danger éventuel, ce manque de contrôle, on va avoir besoin d'informations. Donc, on va devoir rechercher l'information et avoir le plus possible savoir, prévoir, reprendre un peu de contrôle sur une situation qui nous échappe. Voilà. L'idée, c'est dans la peur, c'est d'éviter deux extrêmes dans la réaction, c'est-à-dire la panique ou le déni. Il faut arriver à trouver un juste milieu et arriver à faire avec de l'inconnu qui ne va pas être interprété comme forcément un danger ou une menace. Alors, par exemple, il y a une chercheure en neurobiologie qui est québécoise qui s'appelle Sonia Lupien et qui travaille avec toute une équipe. Le site internet, c'est stresshumain.ca. Elle a développé la recette du stress et elle a finalisé sous forme d'un acronyme qui s'appelle CINE. C, c'est pour le sens du contrôle diminué. On a peu de contrôle sur la situation. I, c'est imprévisibilité. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui va se produire. N, c'est nouveauté. Quelque chose se présente que vous n'avez jamais expérimenté. Et E, c'est pour ego menacé. Vos compétences ou votre ego sont mis à l'épreuve. Et si on illustre effectivement cette recette avec le moment inédit et historique qu'on n'a jamais vécu auparavant de pandémie que nous traversons actuellement, chacun dans sa vie personnelle peut clairement, je pense, identifier, suivant des seuils différents, mais chacun des 4 facteurs. Ce qui explique le niveau de stress ambiant général élevé. Et comme l'a souligné Martine, je suis absolument d'accord avec ça, d'autant plus quand on vit à l'étranger, puisqu'on est reçu dans un pays d'accueil dans lequel on contrôle beaucoup moins sa marge de manœuvre. Il y a un autre point, le monde dans lequel on vit aussi a été décrit il y a longtemps, il y a plusieurs années maintenant, sous la forme de monde VICA. C'est-à-dire avec de la volatilité, des changements, des revirements importants, beaucoup d'incertitudes, donc l'imprévisibilité, de la complexité avec cette interdépendance et cette interconnexion, et de l'ambiguïté qui, en fait, reprend ces 3 facteurs-là. Donc, finalement, que ce soit au niveau personnel ou au niveau sociétal, l'addition de certitudes va générer en fait différents niveaux de stress, et notre corps et notre esprit va se mettre en alerte jusqu'à l'alarme, la sécrétion d'hormones du stress pour répondre à cet environnement inconnu et parfois perçu comme menaçant. Alors, quand c'est un stress aigu, ça va, notre corps, il sait réagir, l'amygdale cérébrale va envoyer un message de sécrétion d'adrénaline, le corps se prépare à combattre et à fuir pour faire face à la menace, et on règle la situation. Le problème, c'est que nous, on est en train de faire face à quelque chose qui s'installe lourdement dans la durée, et il faut être hyper vigilant pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le stress chronique, c'est-à-dire la sécrétion de cortisol qui va habituer le corps à cet état de tension et être prêt à réagir en permanence pour sa survie, parce que tout simplement, ça épuise notre organisme. Donc, pour éviter ce risque d'épuisement, je vais vous donner 2 pistes, deux solutions que l'on peut arriver à essayer de pratiquer au quotidien pour faire face à ce moment vraiment presque paralysant et compliqué que nous traversons tous dans notre humanité. Une étape, ça va être la régulation émotionnelle. C'est le fait d'arriver à donner sa juste place à l'émotion, arriver à l'identifier. Je fais un stop. Attention, là, c'est quoi ça, ce que je suis en train de ressentir? Je peux essayer de voir quel est le déclencheur derrière, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion. Je vais essayer de l'exprimer, mais sans être sous son emprise, et de réguler cette émotion en lui donnant juste sa bonne place, en dosant mon intensité pour ne pas être débordée et dirigée par elle. Et enfin, je vais pouvoir donc utiliser
par exemple, dans la peur et l'incertitude, ce besoin d'information et de savoir pour arriver à avancer et à passer à des actions qui sont en accord avec ce que je suis, qui sont alignées avec ce qui a du sens pour moi et qui va m'aider à prendre des décisions. Et l'autre piste sur laquelle nous allons pouvoir nous appuyer, et Martine va la relayer, c'est vraiment la connexion avec autrui. Alors, elle est de plus en plus indiquée comme une solution pour trouver une réponse adaptée et des réponses plus élaborées. C'est une des 4 composantes du bien-être qui est décrit en neurosciences, en plus de être conscient de ce qui se passe dans mon corps, être à l'écoute de mes besoins, avoir une motivation, un but dans la vie et être capable de me connecter aux autres. Et rentrer en relation avec autrui, c'est vraiment une réponse adaptative au stress. Parce que nous, les humains, nous sommes des animaux sociaux et c'est le lien avec autrui, en fait, qui nous a permis tout simplement de survivre. C'est parce que nous nous sommes entraidés que nous sommes là encore aujourd'hui. Alors, par exemple, David Richardson, lui, c'est un psychologue, c'est un chercheur aussi en neurosciences à l'université de Wisconsin-Madison aux États-Unis. Il est vraiment un spécialiste des neurosciences et du mindfulness. Il exprime ça comme un biais cognitif que l'on a dès notre naissance et qu'il faut absolument arriver à entretenir. Il nous dit que nous venons au monde avec une propension à préférer les interactions chaleureuses, coopératives et altruistes aux interactions égoïstes, cupides et agressives. Et il ajoute le fait de reconnaître que les êtres humains partagent tous cette caractéristique peut influencer profondément notre façon de traiter les autres. Et si on part sur cette idée-là, que depuis tout petit, il faut essayer de nourrir et d'entretenir cette connexion constructive et positive avec les autres, cela nous permet, par exemple, d'être dans cette démarche de résolution de problèmes quand on est face à une multitude de contraintes, de frustrations, de situations bloquées. On peut décider de quitter le fonctionnement du stress et de basculer sur ce fonctionnement de connexion avec autrui qui, en fait, au niveau du cerveau, nous pousse à basculer sur notre cortex préfrontal, alors qui est l'organe dans le cerveau qui va mûrir le plus tard, il finit de maturer à 25 ans, et qui permet tout simplement de penser, de jongler avec les concepts, d'élaborer, de contrôler notre impulsivité, d'être créatif, de ressentir de l'empathie et de la compassion. Et je peux mobiliser ça, je peux décider en autodiscipline de façon hyper volontaire de voir l'autre comme un collaborateur, comme une personne qui va m'aider à trouver des solutions. Le dernier webinaire de TZ Conseil avait été, notamment, ça avait été abordé la résolution de problèmes par la communication non violente, par l'intervenante Annick Kaitesi Jozan de Telmed. Et si vous voulez retrouver, il y avait des documents envoyés, ça avait été vraiment très bien fait. C'est parce qu'en me connectant dans une dynamique de résolution avec les autres, j'obtiens 2 bénéfices. D'abord, je répare le ressenti d'isolement existentiel qui fait partie de ma condition humaine. C'est cette part de solitude inhérente à chacun, puisque je nais seule, je meurs seule, je suis seule. Et ces relations avec autrui sont un peu le pansement qui vont nous aider à dépasser cette ressenti d'isolement existentiel. Donc, je vais, par un geste positif, je vais aller vers l'autre et ça va enclencher en moi un apaisement, mais aussi une envie de collaboration et de faire confiance. Et quand je suis dans cette démarche-là, ça y est, c'est gagné. J'ai le choix, je peux choisir d'aller vers l'autre et de faire alliance avec lui pour trouver ensemble des solutions. Et là, je rentre dans ma zone verte ou la fenêtre de tolérance telle que décrite par la théorie polyvagale. C'est une zone de bien-être et qui va inhiber la sécrétion d'hormones du stress et qui va me permettre de basculer sur la sécrétion d'hormones du bien-être pour être dans une dynamique aussi de créativité, trouver des pistes, des process, des postures, des manières de faire nouvelles.
Voilà, donc je termine juste par ce petit conte que vous connaissez peut-être certainement tous, mais que je trouvais qui permettait d'illustrer cette démarche-là. C'est un conte chinois qui raconte qu'un mandarin un jour partit dans l'au-delà et il arrive en enfer et il voit des grandes tables avec une multitude de personnes attablées avec des beaux bols de riz devant elles et elles sont toutes maigres, elles meurent de faim et l'ambiance est lugubre parce qu'elles ont des baguettes de 2 mètres de long et qu'elles meurent de faim parce qu'elles n'arrivent pas à se nourrir. Ensuite, il va dans ce qui est décrit comme le ciel, et là, c'est la même chose, exactement la même scène, avec des tables, une multitude de gens, des grands bols de riz, et là, les personnes, elles sont joyeuses, bien en forme, et il se dégage une ambiance très conviviale et très joyeuse, et tout simplement parce qu'avec ces mêmes grands outils, ces grandes baguettes de 2 mètres, chacun va nourrir la personne qui est en face de lui. Voilà, donc c'est cette démarche de collaboration qui nous permet de survivre, en fait, tout simplement. Et comme nous traversons tous cette période vraiment de bouleversement émotionnel, d'incertitude, de blocage, de paralysie, de crainte, etc., ça vient toucher en nous, en chacun de nous, notre propre vulnérabilité d'être humain. Et du coup, on n'a pas d'autre solution que basculer sur de la collaboration. C'est seulement ensemble que nous allons pouvoir avancer vers quelque chose qui nous conviendra davantage et sera au plus proche de nos besoins réels pour continuer à croître en tant qu'être humain et en tant que société. Voilà, donc je laisse la parole à Martine pour qu'elle illustre les diverses démarches qui, dans cette posture d'alliance créative, vont s'avérer constructives pour avancer vers l'école que l'on souhaite tous attractive et bénéfique pour nos élèves. Merci Adélaïde. C'était une présentation extraordinaire et j'ai particulièrement aimé les petites baguettes, enfin plutôt les longues baguettes. Parce qu'en fait, des baguettes, nous en avons tous. Mais comment les utiliser? Donc, ma première partie sera à propos de ces baguettes. Elles sont très longues, certes. Et en fait, on a été confronté tout de suite en période sanitaire à une situation où il a fallu réagir et les enseignants ont été en première ligne. Ils ont dû veiller à garder chaque fois que cela était possible le contact avec leurs élèves pour d'une part vérifier si les contenus passaient bien, si les consignes étaient bien comprises, mais surtout, il y avait l'aspect psychologique, s'assurer que les élèves allaient bien. C'était le seul lien qu'il y avait avec nos élèves. Et les enseignants se sont sentis un peu seuls. Parce que ce lien, il était indispensable. Il a été indispensable non seulement pour eux, mais pour les familles qui étaient en situation précaire, pour les familles non francophones, on le sait bien, et puis même pour les élèves qui étaient en perdition. Et dans ce contexte, évidemment, peu de choses sont offertes aux enseignants, si ce n'est le numérique. Mais le numérique, on n'était pas prêt. Personne n'était prêt. Des établissements, certes, je pense à un à Hong Kong parce que on avait vécu le SARS à Hong Kong et on avait déjà utilisé ces moyens, mais les autres ont dû réagir dans l'urgence et il a été très difficile de s'approprier ces nouveaux outils, ces nouvelles baguettes. À ce propos, je veux souligner un petit exemple. Je veux souligner l'apport des élèves. Ils sont beaucoup plus connectés que nous, ils ont beaucoup plus l'habitude des outils numériques. Et au départ, c'est eux qui ont aidé les enseignants sur des plateformes pour leur conseiller l'une ou l'autre. Évidemment, elles n'étaient pas toujours validées par l'éducation nationale, mais c'était la première étape pour obtenir ces fameuses baguettes. La deuxième étape, ça a été les équipes pédagogiques et les équipes de direction qui ont eu à organiser un travail remarquable au niveau de l'enseignement, qui soit hybride ou complètement distanciel, en mettant en place des modules et des cours en vidéo et en utilisant par exemple des outils de classe virtuelle, mais tout cela supposait des équipements numériques adéquats, aussi bien pour les enseignements que pour les élèves. Et évidemment, ça a mis en valeur la fracture numérique qui s'est révélée malheureusement au grand jour. Par ailleurs, les établissements ont aussi bénéficié d'accès à des ressources numériques très diverses grâce au partenariat. L'agence, l'AEFE,
a établi des contacts avec des opérateurs comme par exemple Canopé ou le CNED et d'autres enseignements à distance. On a par exemple qui a été mis en place l'ENT, c'est-à-dire l'espace numérique de travail, ou ma classe à la maison, qui ont été des outils très importants. En fait, un travail énorme de partage d'expériences et de recherche s'est fait autour d'une nouvelle forme d'enseignement qui a été l'hybridation, en fait, et qui a donné naissance à des plateformes pédagogiques, à des ressources disciplinaires qui pouvaient être transversales et qui, la plupart d'entre elles, ont été créées par les enseignants. Vous pouvez les retrouver sur des sites académiques ou bien sur d'autres sites institutionnels. Et tous ces apports numériques et toutes ces ressources sont à votre disposition. Je vais en citer quelques-unes. La Banque de ressources numériques, BRNE, EduTech, qui est une ressource pédagogique, culturelle et scientifique, Étincelle, qui est un territoire numérique éducatif pour transformer notre système éducatif. Et enfin, il y a eu aussi des projets collaboratifs à distance entre établissements ou entre pays, tels que eTwinning, qui est une communauté pour les établissements scolaires d'Europe. Donc, en fait, ce travail énorme qui a été fait en peu de temps a été valorisé par la Fédération des parents d'élèves des établissements d'enseignement français à l'étranger, qui a reconnu tout ce travail, même s'il existe une hétérogénéité des outils qui peut entraîner une incompréhension. Donc, vous voyez que ces baguettes, nous les avons. Mais maintenant, il va falloir s'en servir de ces baguettes. Et notre système éducatif est engagé dans des transformations pédagogiques et organisationnelles qui sont terribles, aussi bien de la maternelle que au niveau du bac et des examens. Et ça nécessite de mobiliser l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Il faudra que les équipes de direction, les équipes administratives, les équipes pédagogiques, les familles, les organes de gestion fassent bloc. Et s'ils font bloc, si on arrive à une certaine cohésion, on va pouvoir évoluer et on va pouvoir aller vers une école qui va répondre aux enjeux de demain. Alors, quelles sont les démarches efficaces? Je pourrais dire, comment va-t-on se servir de ces baguettes qui sont longues, mais qui sont à notre disposition? Donc, évidemment, il y a des freins dans tout ce que je vais dire, parce que peut-être on manquera de temps, peut-être on manquera de ressources, mais chacun va essayer de le faire avec les ressources dont il dispose. On va essayer avant tout de créer ou de maintenir le lien de confiance avec les différents acteurs. Ça se fait pas simplement, il faut leur donner une certaine autonomie, il faut les rendre responsables, il faut permettre à chacun d'envisager des formes d'enseignement qui soient hybrides, en présentiel ou en distanciel. Donc, on va le faire en 5 étapes. La première étape, ça va être capable d'écouter. Pour être capable d'écouter, il va falloir renforcer cette écoute et déterminer les besoins réels des uns et des autres. Et ça, c'est capital parce que chacun a son mot à dire. On pourra mettre en place dans les établissements des points écoute. On a déjà la vie scolaire, on a les CPE, on a peut-être des services sanitaires, on a peut-être des psychologues, mais tous ces points écoute seront importants. Il ne faut pas oublier que les familles aussi ont eu à gérer la crise et que ça a été très lourd et ont encore à la gérer. Et le dialogue est primordial pour avoir une continuité pédagogique de qualité. Il va falloir donc que qu'on réfléchisse ensemble aux moyens de communiquer et de collaborer. Vous savez qu'il y a une circulaire interministérielle qui date de 2013 qui définit un peu cet espace parents-établissement. Les parents, il ne faut pas l'oublier, ont été des co-éducateurs pendant une certaine période, à ne pas confondre avec co-pédagogues. Mais il faut arriver à les inclure. Et il va falloir, dans cette écoute,
qu'on puisse repérer les manques, mais aussi les ressources, parce que chaque établissement, quelle que soit sa taille, a des ressources. Nous ne sommes pas tous égaux et il va falloir tenir compte de ces ressources, mais aussi des ressources de l'environnement. La deuxième étape est une étape qui est un petit peu différente. C'est une étape qui va nous amener vers l'innovation. Tout individu est capable de créer, d'innover, de réfléchir. Et moi, je connais les enseignants et je sais leur degré de créativité. À côté des programmes, ils sont capables de créer des situations incroyables. Ils sont capables, pour leurs élèves, d'aller dans des directions impensables. Eh bien, il va falloir saisir ces opportunités, encourager les idées en questionnant chaque proposition pour mettre à jour tous les potentiels. Et il va falloir donner ou bien redonner du sens et de la cohérence à toutes ces initiatives engagées. Parce qu'en fait, quand on a une crise, ce qui disparaît le plus, c'est le sens qu'on donne aux choses. Et là, on reviendra un petit peu à ce qu'a dit Adélaïde. Redonner du sens, c'est très important. La troisième étape, ça va être la communication. Une fois qu'on aura innové, qu'on aura trouvé des idées, qu'on aura pris ces outils et qu'on les aura utilisés, comment va-t-on communiquer? On est tous unis face à la crise. Nous allons créer des expériences communes et changer peut-être la vision de l'école que nous avons, la vision de ce que nous faisons actuellement en co-construisant un nouveau programme, en développant nos interactions pour inciter les uns et les autres à communiquer et non plus à rester focalisés sur soi, sur nos tâches, sur notre travail, sur notre vision des choses. On va faire en sorte d'être attentif à la demande collective qui remplace l'exigence individuelle. Et on va construire du collectif à partir des initiatives individuelles. Pour cela, il va falloir mettre en place des canaux de communication. Il va falloir organiser une concertation. Tout ça, ça prend du temps. On mettra en place des sites web, des plateformes, un espace non virtuel. Tous les éléments seront valables pour favoriser la communication positive entre tous les membres de l'équipe éducative. Et enfin, on va co-construire. On va arriver à notre étape de construction. On va pouvoir collaborer ensemble pour trouver les solutions qui vont être adaptées. Construire et mettre ensemble les outils du suivi commun facilitateur. L'importance des équipes pédagogiques et des équipes interdisciplinaires pour la mise en place des projets. Je vais en citer deux qui me semblent représentatifs de certaines choses dans la co-construction. Le projet STEAM, par exemple, c'est un projet qui met en place les sciences, la technologie, l'engineering, les arts et les mathématiques. Ou un projet sur la fresque du climat à Hong Kong, au LFI. C'est un jeu ludique, participatif et créatif sur la crise climatique, mais sa spécificité, c'est que c'est un projet intergénérationnel, interfilière et interdisciplinaire. On peut aussi citer des collaborations entre les élèves de lycée et les anciens élèves, comme le groupe des alumni ou bien le groupe Agora Monde. Tous ces projets collectifs sont constructifs et vont nous faire aller de l'avant pour une continuité pédagogique durable. Il va falloir être capable de faire appel à des tas de ressources, à d'autres savoir-faire. Il va falloir les partager et surtout se donner les moyens de les utiliser en leur donnant une forme par le biais du collectif. Il faudra peut-être repenser l'école. Quelle finalité dans l'éducation? Quels objectifs et quelle nature des contenus va-t-on transmettre? Quelles compétences va-t-on développer? L'agilité, par exemple, en est une. On disait flexibilité avant.
On est beaucoup plus dynamique maintenant, l'agilité. On va aussi revoir peut-être à la conception de l'éducation et peut-être à la conception de l'apprentissage. Tout ça, c'est un travail commun, un travail collaboratif. Il faudra échanger nos pratiques dans la même discipline ou dans d'autres disciplines, ou même un exemple frappant que j'ai eu au cours de ces crises sanitaires, c'est un exemple d'établissement qui avait beaucoup de moyens à l'étranger et qui a échangé avec des établissements qui n'avaient pas les plateformes nécessaires, qui n'avaient pas les structures, et l'établissement qui avait tout a trouvé un biais qui était Google Doc pour faire passer Google Drive, pour faire passer les informations et les échanges. C'était extraordinaire parce que ça a aidé le petit établissement à survivre sur certaines disciplines. Les établissements à l'étranger ont aussi une grande richesse. Et ça, il faut essayer de le développer. On peut s'appuyer sur une équipe éducative qui est constituée par des enseignants, des parents, la direction, entre autres, qui, eux, en tant qu'expatriés, sont habitués et capables de s'adapter à différentes situations. Ils sont capables de rebondir, ils sont capables de résilience. Et c'est un atout important dans la gestion des relations interpersonnelles. Et enfin, un point que je prendrai en dernier, c'est que tout ce personnel a besoin de formation. On peut pas du jour au lendemain passer d'un enseignement classique en présentiel, comme on avait l'habitude de le faire, à un enseignement hybride ou en distanciel. Donc, il va falloir former et accompagner les enseignants. Il va falloir peut-être aussi revoir leur rôle. L'AEFE a fait un effort de formation. Ils disent qu'il y a eu 90 000 actions de formation diverses qui ont été mises en œuvre depuis. Il va falloir aussi supporter et soutenir les équipes, toutes les équipes, pour qu'elles soient dynamiques, innovantes, performantes et capables de stimuler nos petits élèves et les préparer à ce qui les attend demain. Alors, on pourrait faire une conclusion. La conclusion pourrait être que cette crise, en fait, qui nous bouscule tous, nous donne des opportunités. Elle va nous donner des opportunités à condition que l'on soit unis, à condition qu'on accepte de travailler ensemble, à condition qu'on accepte de s'écouter les uns les autres. C'est la mise en place de cette réflexion qui va nous faire avancer vers une école qui sera plus inclusive, plus adaptée aux contraintes et aux opportunités de demain. Le partage d'expériences, la solidarité, la compréhension et la complicité entre les membres de la communauté vont être les facteurs de la réussite de l'enseignement qui permettra de relever les défis de demain. À nos équipes de commencer à poser les premières briques d'une nouvelle école enthousiasmante, durable, qui permettra à chaque élève de réussir son projet. Voilà donc un petit tour d'horizon sur des pistes qui, j'espère, peuvent vous être utiles. Nous sommes prêts à écouter vos questions. Merci Martine, merci Adélaïde. C'était une très jolie présentation, un très joli projet. Donc on a une phase là de questions, de commentaires. Donc n'hésitez pas à vous servir de l'onglet questions ou chat. Donc j'ai une première question. Y a-t-il des programmes de formation pour les établissements labellisés France Éducation? France Éducation. Si oui, comment y accéder? Alors je sais pas. Je pense que Martine pourra peut-être. Non, là, j'ai pas de réponse. Malheureusement, j'ai pas la réponse. Peut-être que ce qu'on peut, en reformulant un petit peu, est-ce que dans les établissements de l'étranger, comment on peut demander des formations à qui?
Est-ce que c'est la direction qui s'occupe de ça? Est-ce que la demande doit venir de l'équipe éducative? Est-ce que tu as une idée de comment ça s'organise? Mais normalement, il y a des formations qui sont instaurées de façon régulière et les enseignants sont au courant de ces formations. C'est fait de façon régulière. Ça vient de l'AEFE si l'établissement est homologué, ça vient de la direction et de toute façon, on peut toujours faire la demande. Ok, très bien. Donc je vous laisse. Je vois que les gens sont en train d'écrire, donc n'hésitez pas vraiment à poser et à commenter. Peut-être aussi à nous dire comment s'est organisée la continuité pédagogique dans vos établissements. Oui. Est-ce que ça a été? Il y a peut-être des réussites, il y a peut-être des choses qui fonctionnent déjà. Donc c'est bien de le partager avec les participants qui sont là aujourd'hui. Est-ce que, en attendant, tu peux nous dire un mot, Martine? Moi, j'ai une question sur le rôle de l'enseignant face au numérique. C'est peut-être pas évident pour tout le monde. Alors, il y a certainement des enseignants qui sont déjà rodés à ça, mais est-ce que c'est son rôle de faire finalement cette transition pour ceux qui n'étaient pas déjà face à cette situation d'utiliser le numérique dans sa pédagogie? Oui, merci Émilie pour cette question. C'est vrai que c'est une question qui est très intéressante parce que elle touche aux limites aussi du numérique. Les enseignants au départ ne sont pas vraiment formés pour ça, mais les élèves peuvent avoir, dans un contexte actuel, les élèves par rapport au numérique sont souvent beaucoup plus à l'aise avec ça que nous, que les parents, que les enseignants. Donc pour eux, c'est facile d'accéder à un savoir. Pour les élèves, c'est facile d'accéder à un savoir. Ils ont toute une banque de données, un database énorme. Par contre, le rôle de l'enseignant, il est, pour moi, dans la façon dont on va s'approprier ce savoir. C'est plus donner le savoir, les banques de données sont là, le savoir est là, mais comment se l'approprier? Comment gérer tout ça? Comment l'intégrer? Quelle barrière va-t-on mettre à tout ce savoir? Vers quelle direction s'orienter? Quels sont les dangers? En fait, l'enseignant devient un médiateur entre le savoir et l'élève. Comment l'élève va s'approprier ce savoir et non plus distribuer un savoir. Mais c'est un petit peu ce que fait l'école inclusive, l'école inversée, pardon. C'est un petit peu ça déjà. Mais avec le numérique, il y a quand même beaucoup de dérives. On voit que les adolescents sont déjà dans ce numérique, dans les réseaux sociaux, et j'aborderai pas le sujet, mais on sait les dangers qu'il y a à tout ça. On a énormément de jeunes qui sont en crise, qui sont en plus en période d'adolescence. C'est terrible pour eux parce que ça reste du virtuel. Ils cherchent à être populaires et ça affecte énormément toutes leurs émotions, leur psychologie, sont en dehors de la réalité. Mais bon, là n'est pas le propos du jour, je pense. Non, effectivement, mais c'est bien quand même de rappeler que tout n'est pas beau et tout n'est pas parfait et c'est pas forcément une solution adéquate pour tout le monde ou en tout cas pour tous les établissements. Donc je reviens sur la question des formations et j'ai un petit bonus à la réponse qui vient de Patrick Ténez qui est à l'origine de TZ Conseil, qui dit que l'AEFE organise des formations spécifiques et que TZ Conseil aussi effectivement organise également des formations dans l'enseignement, des formations pédagogiques. Donc j'ai quelque chose peut-être plutôt pour Adélaïde. Au moment où tu parlais des émotions, certaines personnes ont partagé les émotions qui traversaient, qui venaient de deux choses, qui venaient d'une fatigue, de cette continuité, de cette situation, de la fatigue liée à cette incertitude qui continue dans le temps. Et aussi, autre chose, de la question de l'enfermement.
Donc ça, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. On est tous dans des pays différents, mais là, il se trouve qu'en ce moment en France et dans d'autres pays, on revient à un confinement, on va dire, plus strict. Et qu'on n'est pas forcément habitué voilà, à suivre ces règles, ça joue sur notre liberté de mouvement et que ça a une conséquence psychologique importante. Voilà, donc peut-être un mot sur la fatigue. Oui, et un mot. Ouais, vas-y. Ouais, alors la fatigue, c'est ce que j'ai évoqué dans être attentif à ne pas basculer dans ce qu'on appelle le stress chronique, même si le contexte actuel nous pousse à ça, on est en suradaptation et il faut être vigilant à intégrer toutes ces contraintes qui durent, qui nous conviennent pas, mais à toujours faire avec. C'est-à-dire que, et là, du coup, je vais rebasculer sur l'autre réponse, par exemple, par rapport à un comportement beaucoup plus sédentaire, beaucoup plus statique. Alors, juste au niveau pour soi, ce qui est quand même, ce qui fait beaucoup de bien, c'est les micro-pauses. C'est des choses qui peuvent être extrêmement bénéfiques, qui n'ont pas besoin d'être trop longues, mais qui peuvent faire beaucoup de bien. Et les professeurs peuvent aussi inviter leurs élèves à pratiquer ça, c'est-à-dire pendant 2 minutes, vraiment en pleine conscience, c'est-à-dire quasiment en observateur extérieur de ce qu'il se passe et aussi en écoute totale de ce qui se passe en moi. Je vais, par exemple, regarder par la fenêtre en regardant le plus loin possible. Et en le vivant à 100%, je crée dans mon cerveau déjà un mini repos. C'est-à-dire que je m'offre quelque chose de ressourçant et ça n'a pas besoin d'être trop long. Alors, je sais ce qui est difficile pour beaucoup de lycéens en ce moment, c'est la pression des devoirs. Avec ce bac, on ne sait toujours pas sous quelle forme il va être. Ce qu'ils peuvent quelquefois interpréter comme des empêchements de moments où on peut se défouler, être joyeux, être avec des amis, et faire la fête, ça n'existe plus trop dans ce contexte-là. Et effectivement, ça fait beaucoup de frustration vécue avec cette pression académique où il faut continuer à réussir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ados en ce moment qui ne vont pas très bien. Et c'est l'occasion à la maison avec les parents, à l'école, en lien vidéo quand c'est le cas encore, en parler. Et peut-être qu'il y a beaucoup de psychologues qui souhaitent vraiment qu'il y ait davantage de moments à l'école où on va apprendre à nos élèves à être. C'est-à-dire, s'il pouvait y avoir des cours de gestion émotionnelle, s'il pouvait y avoir des cours où on apprend à identifier ses valeurs, à savoir quels sont les moteurs qui nous donnent envie d'avancer, etc. Ça serait des moments un peu d'introspection qui permettent à nos jeunes de se positionner en tant que citoyens peut-être dans un réseau connecté, mais aussi par rapport à soi dans la gestion de ses émotions. Et en ce moment, oui, c'est ça, il y a des triggers, il y a beaucoup de déclencheurs qui vont être connectés avec des émotions négatives, parce qu'on est effectivement dans un moment, ce qu'on a abordé, extrêmement frustrant, très contraignant, avec beaucoup de messages anxiogènes. Donc, on n'a pas le choix. Donc, on va les puiser dans nos ressources à nous, dans nos vulnérabilités d'être humain pour continuer à avancer. Et donc, ça peut être basculer sur la gestion émotionnelle, basculer sur la connexion avec autrui, constructive. Et on ne peut pas faire autrement aujourd'hui, actuellement, et tout le monde cope with, tout le monde fait avec. On est tous là à composer avec ces éléments-là. Oui, j'entends. Je rajoute aussi que il y a des solutions, vraiment quand ça va pas.
quand ça va plus. Il faut Oui. pas non plus, voilà, mettre la poussière sous le tapis. Il y a des solutions qui existent toujours à distance. Euthelmed en est une, mais il existe d'autres. J'imagine qu'il y a des ressources aussi locales et qu'il faut pas il faut pas hésiter, pardon, à se faire accompagner. Ne serait-ce qu'essayer de voir un psychologue pour soi, pour sa famille, et peut-être mettre en place quelque chose dans les établissements. Nous, on fait ça à Euthelmed. Voilà, c'est notre travail. Mais voilà, il n'y a pas que Euthelmed, il en existe d'autres, et il faut pas hésiter quand ça va plus à agir finalement et à se faire accompagner. Et oui, parce qu'en parler, en sortant ça de soi, ça permet vraiment de déposer des choses et de réaliser finalement qu'on peut quand même trouver des solutions, qu'il y a quand même des éléments dans notre vie positive, des choses sur lesquelles s'appuyer, dans lesquelles puiser et arriver à avancer de la façon la moins douloureuse possible, malgré le contexte. Ok, merci Adélaïde. Pour ceux d'entre vous qui ont encore des questions, on a encore 5 petites minutes. Ça fait presque 1 heure qu'on est là à bavarder. Mais il faut que ça ait une fin à un moment donné, malheureusement. Donc, voilà, je vous laisse écrire pour commenter ou questionner nos intervenantes encore un petit peu. J'ai vu que sur le blog de Telmed, il y a un article sur la psychologie positive qui est hyper concret, qui donne plein d'exercices et plein de démarches à faire par petites touches comme ça qui prennent que quelques minutes pour arriver à éviter ce phénomène d'usure, de fatigue, de désespérance aussi. Allez le voir peut-être sur le blog de Telmed. Il est extrêmement concret et pragmatique et vous allez certainement trouver une piste qui vous conviendra. Oui, Pas mais mal de ressources. il en va de même aussi pour les équipes pédagogiques. Très souvent, les équipes éducatives sont perdues, elles n'ont pas toujours les moyens, elles savent plus ce qu'il faut faire. Et communiquer avec d'autres établissements ou même communiquer avec TZ peut être une solution adaptée pour régler des problèmes. Oui, absolument. Les équipes éducatives sont pas à l'abri de ce genre Non. de problématique, évidemment. Donc là, j'ai un commentaire donc à propos de l'Académie numérique sur TZ Conseil, un module d'actualité sur l'enseignement avec le masque. Oui. On n'est pas venu sur cette question du masque, c'était pas vraiment le sujet, mais c'est évidemment voilà, se pose la question de l'enseignement avec le masque. Finalement, de masquer les émotions. Enfin, voilà, quand on met un masque, on masque ses émotions aussi un petit peu, et c'est au niveau humain, c'est quand même compliqué. Mais tu sais, il n'y a pas que l'éducation avec un masque, hein, il y a aussi le manque de liberté. Quand tu mets ton enfant dans un cercle en cours de récréation, hein, pour des raisons sanitaires, c'est aussi un autre problème. Absolument. Alors, au niveau recherche, comment vont s'organiser les analyses de pratiques enseignantes qui doivent être filmées? Alors là, je ne sais pas qui peut répondre à ça. Je pense pas qu'on ait. Tu peux redire la question? Au niveau recherche, comment ça va s'organiser des analyses de pratiques enseignantes qui doivent être filmées? Eh bien, ça va se faire soit au sein de l'établissement en groupe interdisciplinaire ou même sur la même discipline. Je ne sais pas trop de quel outil parle cette personne. Ça peut se faire au sein de l'établissement ou bien sur le plan académique, mais je vois pas trop bien. Est-ce qu'on peut préciser la question? J'entends. Je laisse Youssef y répondre. En général, l'analyse de pratique, c'est fait par souvent un psychologue pour avoir un espace où déposer ce qu'il pose problème dans le cœur de son métier. Oui. Donc, est-ce que la personne veut dire qu'on ne peut plus se regrouper en groupe
pour avoir un travail en commun. Ah, d'accord. Parce que l'effet de groupe, il est incroyable. C'est vraiment une source de créativité vraiment très intéressante. Et en analyse de pratique, c'est ça qui est intéressant, c'est le travail du groupe. Chacun va apporter quelque chose. Est-ce que ça veut dire devoir basculer sur Des plateformes, oui. vidéoconférence en ligne, ou est-ce que c'est une question autour de la discipline? De ce Donc, point-là. Mais en tout cas, s'il y a des établissements qui font des analyses de pratique pour les enseignants, c'est fantastique. Vraiment, c'est à conseiller, à encourager. que je pense qu'effectivement, ça souligne le fait que l'enseignant soit en distanciel, et je pense que c'est ça que Youssa veut dire. Comment on va faire, comment vont faire les personnes qui encadrent ces analyses de pratique pour pouvoir encadrer ces analyses, sachant que que l'enseignant est à distance. Oui. Et que l'élève est à distance, et que peut-être qu'il y a aussi au niveau chronologique, si on envoie un contenu à un enfant pour sa leçon, hein, pour être voilà très concret, comment on fait pour juger de cette pratique pédagogique, sachant que ce n'est ni filmé d'un côté ni de l'autre finalement. Est-ce qu'il va falloir se filmer soi-même en train de voilà. Donc comment on fait? Oui. C'est une bonne question. Voilà, les techniques d'enseignement quand il y a l'absence, quand l'apprenant n'est pas en face de nous. Et oui, c'est une question qui s'est posée dans beaucoup d'établissements. Voilà, donc ça va être à créer. Encore une fois, il va falloir trouver. Il va falloir que les équipes travaillent ensemble pour créer quelque chose, pour s'approprier justement, parce que ce qui va être valable dans un établissement ne le sera pas obligatoirement dans l'autre, en fonction des moyens et des ressources aussi. Donc, bon. Très bien, merci Martine. Excusez-moi, j'écoute et en même temps je lis le chat, donc j'ai des moments où je ne suis pas synchrone. Bon, merci aux participants de nous avoir écoutés sur cette heure. On a voulu ce webinaire positif, n'ont pas voulu trop s'ancrer sur une réalité que tout le monde connaît, qui est différente pour tout le monde, mais qui est quand même en équilibre sur cette crise sanitaire. J'espère qu'on a apporté des pistes de réponse, de début de réflexion pour chacun. Je vous invite à nous retrouver, soit TZ Conseil, soit Eutelmed sur nos sites respectifs. N'hésitez pas, voilà, à nous contacter en cas de besoin spécifique. Merci Adélaïde d'avoir pris cette heure, et merci à Martine d'avoir participé. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou soirée où que vous soyez dans le monde. Au revoir à tous. À très bientôt, au revoir. Et bon courage surtout, prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir.